vous nous proposerez, Monsieur Lafrère, merci pour votre présence, de mieux comprendre le goût et ses secrets d'un point de vue strictement scientifique. Merci, Monsieur Lafrère. Bonjour à tous. Donc c'est intéressant cette idée que les arômes trompent le cerveau, parce que je vais plutôt vous parler du contraire, c'est-à-dire des illusions qui nous viennent de la manière dont notre cerveau fonctionne pour ce qui est de la perception du goût. Mais on pourra en discuter plus avant dans quelques instants. Quelques mots sur l'Institut Paul Bocuse. J'imagine que vous êtes tous plus ou moins familiers avec ce nom-là. C'est un campus assez fameux en art culinaire et en hôtellerie, mais il y a 10 ans, la décision a été prise d'ouvrir un centre de recherche pour accueillir des doctorants en thèse. Donc, qui dit doctorant dit chercheur pour les encadrer. Et maintenant, la structure s'est développée. On a 2 activités. La recherche, c'est ce dont je vous parlerai essentiellement aujourd'hui, et aussi la R&D, l'innovation, pour des projets plus opérationnels. Et donc, on est vraiment au carrefour entre 3 mondes, le monde académique, les problématiques contemporaines industrielles et les grands enjeux de santé publique. Et on essaye d'articuler tout ça autour de 4 axes disciplinaires: l'économie comportementale, les sciences sociales, la nutrition, et moi pour les sciences cognitives. Alors d'un point de vue méthodologique, j'aimerais quand même vous dire un mot sur notre plateforme expérimentale, puisque c'est peut-être intéressant pour vos activités. Donc on a parlé des études en laboratoire tout au long de la journée. Donc vous connaissez les vertus des études en laboratoire. On essaie de contrôler tous les facteurs potentiellement confondants, c'est-à-dire que les études ont une belle validité interne, mais les résultats générés, évidemment dans ces conditions expérimentales très contrôlées, ne sont pas toujours facilement généralisables à la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on a comme alternative? Eh bien les études en contexte. Donc vous allez voilà, en immersion dans les restaurants, dans les différents lieux de consommation, et vous essayez d'étudier le comportement alimentaire de cette manière. On sait que le contexte joue un rôle, ne serait-ce que sur la perception des arômes. Le problème, c'est que le contexte, ce n'est pas un objet étudiable, au sens où vous avez énormément de paramètres contextuels différents. Vous ne savez pas si c'est l'éclairage, si c'est la température, si c'est les interactions sociales qui vont moduler votre variable d'intérêt. Donc vous avez peut-être de la validité écologique, mais vous n'avez plus de validité interne, donc vous êtes coincé. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une plateforme expérimentale qui a été labellisée au niveau européen Living Lab. C'est une sorte de salle de restaurant, une plateforme modulable où on peut reproduire les contextes d'intérêt, mais l'avantage, c'est qu'on peut manipuler, contrôler les différents paramètres contextuels. Donc c'est le niveau de gamme de ce que l'on sert, le type de client qui vient pour un dîner, le type d'interaction sociale, l'éclairage, la température, et on a toute une batterie de mesures assez douces du comportement alimentaire et de la perception, avec des systèmes de caméras, etc. Donc gardez en tête que vous avez cet outil qui est bien sûr à votre disposition. Bon, alors, je vais vous parler... donc ça va être un petit peu en rupture avec le ton des présentations précédentes, parce que je vais vous parlais de notions un peu fondamentales que vous manipulez certainement dans votre activité quotidienne. Je connais pas exactement votre niveau de connaissance à tous, puisqu'on n'a pas eu l'opportunité de discuter en tête-à-tête, évidemment. Donc je vais partir de choses très très fondamentales qui sont probablement connues de tous, et puis je vais vite dévier sur des choses un peu plus folles, hein, disons-le, et vous montrer pourquoi l'étude des mécanismes de la perception et de la cognition en général peut stimuler d'une manière originale et pas encore très populaire la stratégie d'innovation de rupture dans le business de l'industrie aromatique. Ben, je fais la pub de mon équipe parce que c'est eux qui font tout le boulot en fait. Moi je fais rien. L'une de nos doctorantes d'ailleurs est présente, Kenza, aujourd'hui. Voilà, bon, alors on parle de goût. Il y a un écart
il y a un écart entre le goût, au sens où on l'utilise dans le langage ordinaire, et la gustation. Ça, vous le savez probablement. La gustation, c'est assez ennuyeux. Enfin, c'est pas ennuyeux, mais disons que ça vous permet de détecter le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Et au-delà, c'est plus de la gustation. Du moins, il semblerait. C'est-à-dire que c'est plus les récepteurs gustatifs qui sont à l'origine du signal. Bon, alors vous savez que les goûts fondamentaux sont plus ou moins pré-câblés à la naissance. Hein, même après l'accouchement, les bébés réagissent à ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire le sucre et le gras. Voilà. Alors, si ce n'est pas la gustation, le contributeur principal au goût des choses, qu'est-ce que c'est? Bon, vous le savez certainement. On vous a certainement distribué d'étranges petits objets alimentaires. Non, pas encore. Voilà. Bon. Ce ne sont pas des bilboquets, hein, il ne s'agit pas de jouer. Voilà. Donc, on a fait l'analyse toxicologique, tout va bien. Donc, vous pouvez. Donc, je vais vous demander de prendre une inspiration, de vous pincer le nez, de mettre cette chose dans votre bouche. D'accord? Et à mon top, vous allez expirer. D'accord? Voilà. Faites attention quand même. Voilà, vous pouvez. Alors, expirer. Voilà. Et vous avez bien vu que quand vous avez mis ce bonbon en vous pinçant le nez, en retenant votre respiration, il était tout à fait impossible d'identifier le goût du bonbon. Ce qu'on appelle le goût du bonbon, qui n'est pas le goût du bonbon, vous l'aurez compris, qui est ce goût d'anis qui vient après. Pourquoi ça vient avec l'expiration? Avec l'expiration, vous activez la voie rétronasale, ça vient taper au niveau de vos récepteurs olfactifs, qui ne sont pas sur votre langue, qui sont dans votre nez. Et vous pouvez identifier le goût du bonbon. Donc ça a poussé notamment, enfin pas ce test en particulier, mais évidemment l'étude de ces modalités sensorielles, des scientifiques à formuler l'idée que le contributeur principal au goût des choses, c'était la voie rétronasale. Mais il y a un mystère quand même, parce que quand je vous demande de manger un gâteau, je vous demande c'est quoi le goût du gâteau, vous me dites c'est un gâteau à la vanille ou à la vanilline, enfin je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire la différence. Mais par contre, vous avez quand même cette impression, vous faites quand même l'expérience du goût du gâteau dans votre bouche. Mais on est d'accord, il n'y a pas de récepteur à la vanille dans la bouche. C'est au niveau du nez. Donc pourquoi on ne fait pas l'expérience du goût du gâteau dans le nez? Ne rigolez pas, c'est une vraie question. C'est ce genre de choses qui nous intéressent. C'est-à-dire que ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il était intéressant d'étudier le goût, au sens générique du terme, du point de vue des sciences cognitives, puisque le goût n'est en aucun cas une propriété intrinsèque des objets, des molécules. C'est une propriété relationnelle. Et la flaveur, au sens où l'utilise ces neuroscientifiques, justement pour mettre l'accent sur le côté multisensoriel, est le résultat d'une intégration et d'une pondération des différents contributeurs sensoriels qui donne lieu à une expérience globale avec cette composante illusoire tout à fait fascinante que ça se passe dans la bouche, alors que il ne se passe pas grand-chose dans la bouche. Il se passe des informations tactiles, somesthésiques, la gustation, mais l'olfaction elle-même, les récepteurs ne sont pas dans la bouche. Donc il y a une sorte d'illusion qui vient de ce processus d'intégration et de pondération qui consiste à localiser la stimulation dans votre bouche. Alors ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien en sciences cognitives en dehors du domaine alimentaire. C'est le phénomène de referred sensation. Donc c'est, je ne sais pas comment pas traduire ça. Enfin, vous aurez compris quoi. En gros, vous avez une sensation et vous localisez la stimulation à un autre endroit que les récepteurs effectivement en jeu dans cette stimulation. Alors, vous avez tous entendu parler de l'illusion du membre fantôme. C'est un exemple de referred sensation, puisque vous sentez que ça vous gratte sur votre main, mais bon, vous n'avez plus de main quand même. Hein. Donc, c'est quand même illusoire. Vous localisez le gratouillis sur un membre qui n'existe plus. Donc, ça, c'est un peu la même chose que la capture orale, si vous voulez. Vous avez une autre illusion que vous connaissez certainement pas énormément, c'est l'illusion de la main en caoutchouc. Qui a déjà entendu parler de Bon, je vous explique que... Alors, vous pouvez le faire chez vous avec votre famille ou des amis. Vous avez
n'êtes pas obligé d'acheter une main en caoutchouc. Vous posez la main du sujet sur une table, vous placez un cache, une sorte de bouquin, voilà, de telle sorte que le sujet n'ait pas d'accès visuel à sa main droite. Et du côté visible du cache, vous disposez une main en caoutchouc, une main droite. Alors, si vous n'avez pas de main en caoutchouc, vous demandez à quelqu'un de passer son bras derrière. Bon, c'est un peu... Voilà. Et en tant qu'expérimentateur, vous allez vous mettre en face et vous allez chatouiller exactement de la même manière la main en caoutchouc et la vraie main du sujet. Alors au début, vous, en tant que sujet, vous sentez que ça vous chatouille là où vous ne voyez pas, et puis vous voyez une main en caoutchouc se faire chatouiller, vous dites qu'est-ce que c'est encore que ce truc. Mais au bout d'un moment, c'est assez spectaculaire, je vous recommande vraiment de regarder sur YouTube, il y a des démonstrations pour savoir comment bien l'induire. Au bout d'un moment, vous avez une sorte de basculement perceptif assez fascinant qui survient. Vous allez ressentir les poils du pinceau non plus sur votre vraie main, du côté non visible du cache, mais sur la main au caoutchouc, comme si c'était votre vraie main. Referred sensation. Alors, pourquoi, à votre avis? C'est la même chose que la capture orale, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez plusieurs informations sensorielles. Vous avez à la fois des informations proprioceptives, tactiles, mais aussi des informations visuelles. On parlera un petit peu plus de la vision par la suite dans le domaine du goût. Et il y a conflit. Eh bien oui, vous voyez une main, mais la main sur laquelle vous sentez se situe en dehors de votre champ visuel. Et je vous ai parlé de l'intégration multisensorielle, mais je vous ai dit aussi qu'il y a une pondération, c'est-à-dire que les différents signaux sensoriels n'ont pas le même poids. Il y en a qui dominent les autres. En anglais, on dit qu'ils trump les autres. Bon, ça a une autre connotation maintenant, mais c'est prendre le pas sur... Enfin, vous voyez le... Et bien là, la modalité sensorielle qui domine, c'est la vision qui va recalibrer la localisation de la stimulation tactile. Alors ça, c'est tout à fait épatant. Et on peut envisager la capture orale de cette même manière. Vous avez des informations tactiles sur la langue, des informations gustatives, vous avez des informations olfactives qui viennent de votre nez. Puis, bon, et c'est en fait dans ce calcul d'intégration et de pondération, en fait, les signaux sensoriels qui viennent de la cavité orale, eh bien, forcent la localisation de l'expérience globale comme étant dans la bouche. En tout cas pour la flaveur en général. Après, on va considérer des cas particuliers de flaveur, c'est-à-dire des représentations multisensorielles dans le domaine du goût, particulières, où c'est peut-être un petit peu différent, et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, alors, vous voyez bien que la vision, ça joue un rôle important dans ces phénomènes de referred sensation, et ça joue également un rôle très important dans le domaine du goût, parce que vous vous intéressez, vous développez des arômes probablement. Bon, éventuellement, vous travaillez avec des chefs pour savoir dans quel genre de produit l'implémenter, comment ça réagit une fois que c'est implémenté dans un produit commercialisable avec vos différents partenaires. Bon, tout ça, c'est très bien, mais évidemment, vous ne contrôlez pas tout ce qui vient après le développement de votre arôme. Tout ça, ça vous échappe un petit peu. Donc, c'est très intéressant pour un arôme donné de savoir les différents facteurs sensoriels qui peuvent moduler sa perception. Vous savez qu'une même molécule, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, peut être tantôt perçue comme une odeur charmante de beurre frais et tantôt comme une odeur ignoble de dessous de bras. Bon, ça dépend du contexte du stimulus qui, plus ou moins riche, peut moduler, masquer les différents signaux aromatiques qui peuvent provenir de vos produits. Bon, alors, ça, c'est toute une littérature, hein, mais je voulais me concentrer sur une expérience qui est intéressante. Donc il y a une expérience classique que vous avez peut-être fait si vous traînez avec des gens dans le domaine de l'analyse sensorielle. Vous mettez la même concentration d'arôme de framboise dans deux solutions, d'accord? Et il y en a une, vous allez la colorer un petit peu plus intensément avec des anthocyanes, ou des anthocyanes, et l'autre va avoir un rose un peu plus faiblard. Première tâche, vous demandez à vos sujets, en ortho-olfaction, donc le flairage, pas le rétronasal, vous demandez à vos sujets de juger l'intensité aromatique des deux solutions. Et, oh miracle, évidemment, ils vont juger la solution la plus intensément colorée comme étant aussi la plus intense du point de vue aromatique. Bon, jusqu'à présent, pas trop de surprises. Mais ça devient beaucoup plus intéressant à partir du moment où des scientifiques ont répliqué cette expérience, mais cette fois-ci pas en conditions orthonasales, mais en conditions rétronasales. C'est un peu comme avec mon histoire de bonbons au début, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont demandé non pas de flairer le produit avant de formuler leur jugement d'intensité, mais de le gober et puis d'expirer et de juger l'intensité aromatique du produit. Et là,
c'est assez fascinant. Ils ont obtenu les patterns de résultats exactement inverses. C'est-à-dire que c'était la solution la moins intensément colorée qui était jugée la plus intense aromatiquement. Alors ça, c'est pour vous montrer la complexité quand on raisonne dans le domaine notamment de l'olfaction. La modalité olfactive, ce n'est pas une modalité homogène. Vous avez des sous-modalités. Vous voyez bien que la condition orthonasale se distingue de la condition rétronasale. En fonction de la route que ça prend, vous n'aurez pas les mêmes jugements d'intensité. C'est aussi spectaculaire que ça. Et en plus, j'aime bien cette expérience parce que ça permet de nuancer un petit peu des sortes de choses qu'on entend sans cesse. On avait le chef de Firmenich ce matin, et nous, à l'Institut Paul Bocuse, évidemment, on dialogue beaucoup avec les chefs, les émissions de TV type les télécrochets, là, comme Top Chef, Master Chef. Bon, bah, y a certains de nos étudiants qui vont dedans, hein, donc on suit ça de près. Et donc je regarde ces émissions. Et souvent, quand on regarde ces émissions, on a des chefs très, très célèbres qui donnent comme consigne, il faut de la couleur dans l'assiette, il faut du relief dans l'assiette, il faut plein de textures dans l'assiette. Ben oui, mais si vous mettez trop de couleurs, vous pouvez vous retrouver comme dans la condition rétronasale. C'est-à-dire que plus vous mettez de couleurs dans une assiette, plus vous allez générer d'attentes perceptives du côté du consommateur. Et plus les attentes perceptives sont fortes, plus la probabilité qu'elles soient déçues est grande. Donc, à prendre avec beaucoup de pincettes. Et là, je vous ai mis pour illustrer ça un plat mythique d'un de mes chefs préférés, qui est Michel Troisgros à Roanne. C'est un des plats phares de Troisgros. C'est une peau de lait caillée sur un pesto de truffes. C'est absolument excellent. Et il y a des Américains qui traversent l'Atlantique uniquement pour prendre 2 fois ce plat à Roanne, et puis après ils s'en vont. Enfin, c'est vraiment un plat phare. Et c'est un plat très intéressant parce qu'il est servi sur une assiette blanche. Et donc on vous sert une sorte de peau blanche, légèrement bombée. Et voilà, alors vous voyez cet objet arriver devant vous, vous ne savez pas très bien à quoi vous attendre. Donc là, pas facile de générer des attentes perceptives quand même très concrètes. Et au moment de servir, là, il y a quelqu'un en salle qui prend un couteau et qui fait une incision. Et il y a une matière noire géniale qui surgit, c'est le pesto de truffe, vous pouvez vous régaler. Alors pourquoi j'aime bien ce plat? Parce que c'est un plat qui transgresse toutes ces fameuses règles dont on parlait. C'est un plat qui est tout blanc, enfin du moins jusqu'à ce qu'il y ait l'incision, qui est tout mou. C'est tout mou, hein, c'est un pesto avec de la peau de lait, tout est humide et mou. Et puis c'est tout plat. Donc pas de relief, pas de couleur, pas de texture. C'est quand même, et pourtant c'est un succès total. Donc c'est pour vous montrer que la créativité culinaire permet aussi lorsqu'elle discute avec des résultats scientifiques, de trouver des solutions très créatives à certains problèmes dans le domaine de l'alimentation. Par exemple, le problème de l'écart entre les attentes induites par la couleur des produits et l'intensité des arômes qui s'y trouvent. C'est des choses qui peuvent vous intéresser. Enfin, j'espère. Bon, vous connaissez aussi, j'imagine, l'expérience de Moreau. C'est avec le vin. Donc, c'est un protocole assez rigolo. C'est Moreau et ses collègues à l'université de Bordeaux, donc avec une cible pas naïve. Hein, c'était quand même des étudiants en œnologie, donc ils devaient censés s'y retrouver. Première session, on leur présente un Bordeaux rouge, un Bordeaux blanc. Bordeaux blanc très Sauvignon, donc très pipi de chat, hein, comme on dit. Pipi de chat pamplemousse, quoi. Comme vous dites, le Sauvignon, c'est... Bah, les sommeliers disent pipi de chat, en tout cas. Donc ils présentent les deux vins. On leur fournit une liste de descripteurs sensoriels parce que sinon ils vont chacun générer les leurs, on peut jamais les recouper, vous connaissez le problème. Et puis ils leur demandent, bah voilà, vous appariez les descripteurs sensoriels adaptés au rouge et puis les descripteurs sensoriels adaptés au blanc. Évidemment, le rouge, vous avez les trucs classiques, et puis le blanc aussi, les fleurs blanches, le pamplemousse, peut-être le pipi de chat, je ne sais pas. Et puis le rouge, voilà, les fruits mûrs, les tanins, etc. 2 semaines après, on fait revenir les étudiants et on leur présente le même Bordeaux blanc et un faux rouge, c'est-à-dire le Bordeaux blanc, mais avec toujours ces fameuses anthocyanes. Et là, on leur demande de refaire le truc, c'est-à-dire d'apparier les descripteurs sensoriels au vin. Et là, évidemment, ils se plantent. C'est-à-dire qu'ils caractérisent le faux rouge comme un vrai rouge, grosso modo.
Alors ils en ont déduit, oui, la vision finalement c'est peut-être ça le contributeur principal au goût, puisque ça trompe même le jugement de semi-experts dans le domaine du vin. Bon, il y a d'autres explications en fait au phénomène, c'est-à-dire que, souvenez-vous, alors je sais qu'il a été question de la Madeleine de Proust un petit peu ce matin, donc on peut y revenir, puisque mon hypothèse c'est que ces résultats viennent d'un phénomène de genre, c'est-à-dire que quand vous revenez 2 semaines après, vous avez encore l'expérience que vous avez vécue 2 semaines avant. C'est-à-dire que la représentation, même le profil aromatique du rouge est encore présent en mémoire épisodique. Et le problème, c'est que quand vous avez un souvenir épisodique, quand je me souviens avoir mangé un couscous hier, je me souviens du goût du couscous, de la finesse de la semoule. Vous avez toutes les qualités sensorielles qui reviennent avec votre souvenir. Or, quand c'est le cas, vous ne pouvez plus distinguer vraiment les qualités de l'objet que vous avez devant vous des qualités qui sont ressuscitées par votre souvenir. Et vous avez tendance à attribuer les propriétés de votre souvenir aux produits que vous avez en face de vous. Donc c'est le bazar. Alors, on va reparler un petit peu de la mémoire sans transition. Donc la mémoire, c'est très intéressant, et notamment, ça a des liens très intimes avec l'olfaction. Donc, bon, on est un petit peu en dehors du temps, là, ou à la recherche du temps qu'on a perdu. Donc, je ne vais pas vous lire du Proust, mais du côté de chez Swann, vous avez cette idée géniale de Proust. Bon, allez, je ne peux pas hésiter. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Bon, alors évidemment, c'est magnifique, mais c'est génial aussi. Pourquoi ? Parce que ça, ce qu'il est en train de décrire, on l'a découvert après grâce aux neurosciences. C'est-à-dire que les représentations sensorielles ont des vitesses de dégradation dans le temps différentes et aussi des propriétés de précision. Donc les représentations visuelles, elles sont très précises, mais elles n'ont pas une très grande durée de vie. C'est-à-dire qu'après des années, elles tendent à se dégrader. Alors que les représentations olfactives, notamment, ont une vitesse de dégradation beaucoup plus lente. Donc il y a des gens qui s'intéressent, des neuroscientifiques qui s'intéressent à ça. Et donc c'est très intéressant de voir que ce fait scientifique a été anticipé par ce bon Marcel. J'expliquais les liens intimes entre l'olfaction et la mémoire épisodique. Pourquoi je précise la mémoire épisodique ? Parce que vous avez d'autres types de mémoire. Vous avez la mémoire procédurale, par exemple. Quand vous avez appris à jouer du piano, vous savez jouer du piano. C'est de la mémoire aussi, mais c'est pas vous revivez pas la première fois que vous avez essayé de faire correspondre une partition à des touches. Enfin bref. Et puis vous avez aussi, vous vous souvenez que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, mais vous n'avez pas non plus le souvenir épisodique de Christophe Colomb, puisque vous n'y étiez pas. Donc, vous pouvez voir Gérard Depardieu dans le film, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est important de préciser de quels souvenirs on parle. On parle des souvenirs qui ont un contenu sensoriel. Et ce qui est très intéressant, c'est que les épisodes autobiographiques ou épisodiques activent un ensemble de régions qui sont également impliquées dans le système olfactif. C'est-à-dire que vous avez des projections des deux systèmes dans les mêmes régions cérébrales, ce qui explique pourquoi il y a ce lien particulièrement, disons, intime entre l'olfaction et les souvenirs. Bon, je vais passer ça, parce qu'on n'a pas le temps. Je vous assure que c'est dommage, mais c'est publié, si ça vous intéresse, on pourra... oui, alors, évidemment, si on liste les contributeurs sensoriels au goût, il y en a des plus ou moins évidents, on en a parlé, la gustation, l'olfaction, la vision. Il y en a des plus ou moins bizarres, comme l'audition. Des études suggèrent que les propriétés acoustiques modulent la perception du goût. Donc là, j'ai extrait une merveilleuse citation d'un article de Zampini et Charles Spence, qui est un professeur très renommé à Oxford, d'ailleurs avec lequel je collabore, dans une thèse sur la fraîcheur dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Voilà ce qu'il dit. Les chips, notamment, étaient perçues comme plus croustillantes et plus fraîches lorsque le volume sonore était amplifié ou lorsque les sons de haute fréquence, entre 2 et 20 kHz, étaient sélectivement amplifiés.
C'est-à-dire que quand vous faites porter des casques audio et que vous modulez les propriétés acoustiques du signal de mastication d'une chips, les jugements de fraîcheur perçue des consommateurs peuvent être modulés de cette manière-là. Alors, moi, je trouve ça assez fascinant, mais la communauté scientifique lui a décerné un Ig Nobel, qui est la parodie du Ig Nobel pour ignoble, en fait. Mais, donc, c'est la parodie du prix Nobel, en fait. C'est pour récompenser toutes les recherches les plus absurdes. Mais c'est dommage parce que je trouve que c'est une excellente étude. Et puis vous avez évidemment l'empereur lyonnais, Monsieur Paul, qui avait déjà capturé l'importance de l'aspect multimodal de la flavor, ce qu'il disait un bon vin contente parfaitement tous les sens, la vision par sa couleur, l'odorat par son bouquet, le toucher par sa fraîcheur. Je ne sais pas pourquoi il associe fraîcheur et toucher, d'ailleurs, on pourra en reparler. Le goût par sa saveur et l'ouïe par son glouglou. Glouglou qui était déjà dans Molière. Mais je ne vais pas vous faire la chanson de Sganarelle parce qu'il est trop tard. Alors, oui, alors tout ça, c'est merveilleux. En sciences cognitives, on s'intéresse aux mécanismes. Et les mécanismes, bon, bah, on part du principe qu'on est tous à peu près construits de la même manière. Et donc, ce n'est pas censé varier d'un individu à l'autre. Mais ce n'est pas parce que les mécanismes ne varient pas que les inputs, si vous voulez, ou les facteurs qui les modulent, ne sont pas variables d'un individu à l'autre. Et donc là, je voulais vous donner une citation de Brillat-Savarin. « L'empire de la saveur a aussi ses sourds et ses aveugles. » Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et de quoi on peut parler? Bon, j'imagine que vous connaissez le cas des super tasters. Si vous ne connaissez pas, je vous explique en 2 secondes. Il y a un test qui existe. Bon, là on ne le fait pas aujourd'hui parce que je pensais que c'était connu, mais on pourrait le faire plus tard. C'est un test au PTC, donc c'est une substance amère, un composé amer. Mais en fait, votre capacité à détecter l'amertume de ce composé dépend de votre profil génétique. C'est-à-dire qu'un certain pourcentage de la population n'est pas capable de distinguer entre la bandelette test et la bandelette contrôle. Et comment ? Merci beaucoup. Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout. Avant, c'était du propre, mais je crois que là, le propre, c'est pas très bon, donc ça a été remplacé par le PTC. Je crois qu'on le teste à la naissance chez les bébés. Ouais. Ça conditionne toute l'alimentation ensuite. Alors, on va en reparler de ça. Mais effectivement, donc c'est l'aspect important. Donc, vous avez plusieurs profils. Vous avez les gens qui sont complètement aveugles à l'amertume du PTC. Vous en avez d'autres qui la détectent, mais c'est OK. Et vous en avez d'autres qui ne la supportent pas. Et vous avez tout à fait raison de dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut comprendre le phénomène à un niveau génétique, puisqu'il y a des différences de variabilité allélique, mais également au niveau anatomique, puisque c'est corrélé avec la densité des papilles fongiformes que vous avez sur la langue et avec la sensibilité orale générale. C'est-à-dire que les super tasters vont avoir une sensibilité orale accrue par rapport aux gens qui ne détectent pas le PTC. Et ça va effectivement conditionner, comme vous le dites très bien, les habitudes alimentaires. En gros, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne boit pas de café, qui n'aime pas les alcools forts, qui n'aime pas la cigarette, le pamplemousse, enfin qui se détourne de tout ce qui est un petit peu perturbant au niveau oral, c'est-à-dire qu'il y a des goûts de bébé finalement, hein, parce que les bébés... C'est bien résumé. Voilà. Achetez sur Internet, faut le faire venir de Californie, mais c'est pas grave, des petites bandelettes de PTC et vous pouvez tester sa sensibilité à l'amertume. Et bon, il y a de fortes chances qu'il soit un super testeur, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas le goût de la bandelette de PTC. Pareil, vous avez la même chose avec l'androsténone, qui est cette hormone qui vient des porcs non castrés. Vous savez que la plupart des porcs qu'on mange sont castrés parce qu'il y a un gros pourcentage de la population sensible à l'androsténone. J'en fais même partie, j'en ai fait la mère découverte dans un labo d'analyse sensorielle. Mais voilà, mais ça varie en fonction des régions du monde, puisque le brassage allélique n'est pas le même. Donc il y a cette source de différence interindividuelle qui vient de facteurs génétiques qu'il faut prendre en compte aussi avant de lancer quelque chose sur le marché. Alors, vous voyez que... Bon, ça on va passer aussi parce qu'on n'a pas trop le temps. Ah là là, ça va casser la surprise. Donc le syndrome de la sauce béarnaise, c'est pareil, je passe parce que je vous fais gagner du temps comme ça. Et on va faire un test.
C'est l'heure du test. Alors, vous avez en principe sur Mentimeters, sur votre portable, un nouveau test. Ah, voilà. Donc, Vous pouvez nous relire l'énoncé, si vous le voulez oui, bien, ce qui sûr, précédait. oui, parce que hein. c'est pas intuitif quand même. Ouais. Alors, ne répondez pas. Donc, donc, nous sommes sur Mars et on va parler martien pendant un bref instant. Donc, en langage martien, l'une de ces figures est un booba et l'autre est un kiki. Réfléchissez surtout pas avant de répondre. Et donc, votre mission est de savoir lequel est booba, lequel est kiki. Donc, laquelle est un booba, en fait, là Laquelle est un booba, oui. Donc, laquelle est un booba, 1 ou 2? 80 votes pour l'instant, encore quelques-uns. C'est bon? Vous êtes bon? Je ne sais pas si je dois appuyer sur quelque chose. Non, mais on arrive à 100, vous pouvez peut-être continuer. C'est bon? Voilà. Mais évidemment. Alors, évidemment, c'est cette espèce de nuage qu'on a tendance à appeler Booba. Et Kiki, c'est l'autre. Vous dites non, mais on pourra en parler plus tard. Mais alors, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est à cause des sonorités en français. Kiki, enfin, on ne sait pas très bien. Alors, je vous le dis tout de suite, ça a été fait en cross-culturel. C'est-à-dire, quelle que soit la langue particulière que vous parliez, c'est stable. C'est-à-dire, 1, c'est Kiki et 2, c'est Booba. Quelle que soit votre culture. Quelle que soit votre culture, quelle que soit votre langue. D'accord ? On va en faire une autre, un peu moins abstraite. Voilà, donc généralement, on a des pourcentages du type 95. Je ne sais pas combien on avait avant. Ah ben c'est parti. 84, bon, c'est pas mauvais. Il y avait quelques taquins dans la salle. Alors, réfléchissons maintenant. Donc, on rentre sur Terre, on n'est plus sur Mars. Mais la question est tout aussi surréaliste, hein, soyez rassurés. Un citron est plutôt rapide ou plutôt lent ? Je ne fais pas de commentaires pendant le test. Voilà, donc ne prenez pas trop de temps. Hein, voilà, donc là c'est assez spectaculaire. 98%, 99%, c'est pas possible, non ? Non, c'est 99 sur 106. Non, d'accord. Bon, c'est très bien, vous avez bien travaillé. Donc effectivement, un citron est rapide, bien sûr. Surtout quand il est pressé, donc, pour me faire le porte-parole. Donc vous voyez, oui. Ça recoupe la littérature scientifique. Donc c'est tout à fait formidable, vous êtes parfaitement représentatif. Donc pourquoi je vous ai parlé de l'effet Booba Kiki et du citron rapide ? C'est ce qu'on appelle les correspondances cross-modales. Alors là, ça va devenir un peu moins rigolo, parce que je vais utiliser des termes un peu bizarres. Donc je ne sais pas si vous connaissez le phénomène, mais pensez à l'effet Booba-Kiki, par exemple. C'est des associations très fortes, très stables, non arbitraires, entre des propriétés dans une modalité sensorielle et d'autres propriétés dans une autre modalité sensorielle. D'accord ? Dans Booba-Kiki, vous associez des sons, d'accord, à des formes. Et ça bouge pas. Pareil, dans le citron, vous associez des propriétés dynamiques à des catégories de fruits. C'est pareil, ça bouge pas trop. Donc c'est devenu un énorme sujet d'intérêt en sciences cognitives d'étudier ces correspondances cross-modales. Pourquoi ? Parce que c'est assez stratégique de savoir comment on peut moduler les seuils de détection dans une modalité sensorielle pour une propriété donnée en jouant dans une autre modalité sensorielle. Donc un exemple très simple, vous travaillez dans l'industrie des arômes,
Vous savez très bien que lorsqu'on ajoute de la vanille à une propriété sucrée, les jugements d'intensité de sucrosité sont plus importants, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plus sucré. Ça, c'est une correspondance, donc vous pouvez la mesurer objectivement avec des tâches type implicite, avec des temps de réaction, mais c'est une correspondance qui est contingente, c'est-à-dire que c'est circonscrit à une zone culturelle. Vous avez ça en Europe, mais si vous allez dans d'autres cultures où ils associent la vanille à des préparations salées, ça ne tient plus. C'est-à-dire que ça ne va pas faire bouger les jugements d'intensité du sucre. Par contre, vous en avez des beaucoup plus stables. L'association entre le sucre et les formes rondes. Donc il y a toute une typologie des correspondances qui existent et qui méritent d'être étudiées puisque ça peut être très intéressant. Parce que si vous avez, imaginez, vous voulez renforcer l'intensité en sucre d'un produit, mais en même temps vous voulez coller aux standards de santé publique. Bah, vous pouvez jouer sur les arômes, et vous êtes très bien placé pour le faire, pour trouver des correspondances entre le sucre et pas uniquement la vanille, peut-être d'autres plus stables, pas dépendantes de la zone culturelle, pour proposer des solutions qui puissent satisfaire aussi bien vos intérêts industriels que les intérêts, disons, de la santé publique. Vous en avez aussi des correspondances qui sont semantically mediated, donc ça signifie que c'est un mot qui génère la correspondance. Donc par exemple, le mot haut, high en anglais, eh bien, est à l'origine d'une correspondance que vous avez entre la hauteur d'un son et la hauteur d'un stimulus dans l'espace. Bon, ça va vous servir à rien dans votre business, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Je vais vous en donner une autre qui m'intéresse beaucoup plus, puisque j'encadre une thèse sur le sujet. C'est une correspondance qui a trait, que l'on soupçonne, on ne l'a pas encore révélé, mais disons que je vous donne ça un peu voilà, sur la fraîcheur. Donc, je récapitule, forme ronde semble ainsi augmenter la sensibilité au sucré, au moins à des niveaux proches du seuil de détection. Apparemment, les notes graves des cuivres peuvent augmenter l'intensité perçue de l'amertume et de la caféine. Et les sons aigus joués par un piano peuvent augmenter l'intensité perçue du sucre. Tout ça, bien sûr, on le mesure pas avec des données déclaratives. On fait des jolis petits protocoles bien implicites avec des temps de réaction, c'est significatif. Donc voilà. Donc focus, je vous ai parlé de la flavor, je vous ai dit que l'olfaction rétronasale était probablement l'un des contributeurs principaux. Après, je vous ai parlé des différences interindividuelles et également des interactions entre les modalités sensorielles, notamment les correspondances cross-modales, par exemple, l'association entre un son et une forme, l'effet Bouba-Kiki, qui est absolument d'une robustesse infinie. Maintenant, j'aimerais... La flavor, vous savez que enfin, le goût, c'est un terme générique. Ça n'existe pas, en fait. On ne fait pas l'expérience de la flavor. Nous, on fait l'expérience de la fraise ou de la minéralité d'un vin, s'il y a quelque chose de ce genre qui existe. Donc, vous voyez des instances particulières de la flavor. Et il y a de cela 2 ans, j'ai été contacté par un industriel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pernod Ricard, puisque il voulait collaborer avec nous et monter un sujet de thèse CIFRE. J'aurais dit, bah ouais, super, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils m'ont dit, bah, on va d'abord contacter les différents services. Donc ils ont contacté le marketing. Bon. Et ils m'ont envoyé une sorte de brief. Vous parliez des briefs tout à l'heure, mais ils m'ont envoyé 2 lignes. Et les 2 lignes, c'était fresh and light. Alors j'aurais dit, mais vous savez... un projet de thèse, c'est quand même c'est pas évident. Donc, bon, on a discuté, et puis après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais la fraîcheur, c'est... donc, j'ai un peu dégagé light, mais la fraîcheur, c'est un sujet fascinant. Pourquoi ? Parce qu'on préserve le côté multisensoriel de la flavor, c'est-à-dire que la fraîcheur, certes, ça dépend, au sens oral du terme, ça dépend certes de la température, mais pas uniquement. Et la température est une condition non nécessaire. Pensez à la pastille Vichy, elle n'est pas froide, et pourtant vous avez la fraîcheur. Pourquoi ? Parce que vous avez le menthol, d'autres trucs que vous connaissez mieux que moi.
Donc vous avez à la fois des contributions du système olfactif, vous avez des contributions du système somesthésique pour la température, vous avez aussi des paramètres de viscosité, de sucrosité, la couleur qui peut éventuellement, selon certaines études, moduler la fraîcheur perçue. Donc c'était parfait parce qu'on avait un exemple de flavor, mais plus particulier. Et on pouvait essayer de comprendre mieux les mécanismes parce qu'on avait un exemple beaucoup plus concret. Donc on s'est intéressé à cette fraîcheur et là, on est en train de publier les premières manips, les premiers papiers. On s'est amusé à moduler les différents paramètres sensoriels qui peuvent entrer dans votre catégorie fraîcheur. Donc ça, c'est une expérience de mon thésard, Jérémy, où on a manipulé la carbonatation, la température également et la couleur. Et l'originalité, c'est que la température, comme la carbonatation, on l'a manipulée en visuel, présence de petites bulles, pas de petites bulles. Les glaçons, pareil, présence de glaçons, pas de glaçons. Mais aussi en auditif. On entend des glaçons, on entend des petites bulles, on n'entend plus les petites bulles. On voit des petites bulles, on n'entend pas les bulles. Enfin, vous voyez, un plan factoriel complet, quoi. Et pourquoi on a fait ça, à votre avis? À cause de ces fichues correspondances cross-modales. C'est-à-dire qu'on soupçonne qu'il existe une correspondance qui sous-tend la sensation de fraîcheur. Donc on la cherche dans ces résonances entre la présence de glaçons, les petites bulles, et on essaye de mesurer ça sur les temps de réaction. Pourquoi ça nous intéresse, les correspondances? Parce qu'on sait, d'après la littérature, que quand vous en avez identifié une, vous pouvez avoir une sorte de flavor enhancement. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez activé la correspondance, vous avez une augmentation de la perception. Et ça, c'est très intéressant pour le business. Donc on en est là. Et je finirai sur les correspondances parce qu'on a fait une pré-étude qu'on a présentée dans un congrès avant la thèse pour savoir quel type de cocktail était catégorisé comme étant le plus frais. C'était quoi le cocktail paradigmatiquement frais ou prototypiquement frais? Alors, à votre avis, c'est quoi? Le mojito, ouais. Bah oui, c'est le mojito. Donc on a vu le résultat, c'est le mojito. Mais après on a réfléchi au mojito. Après on a réfléchi, et il y a quelque chose dans le mojito qui n'y a pas nécessairement dans les autres cocktails. Il y a la menthe, mais il y a les deux significations du mot frais. C'est-à-dire que vous avez à la fois, quand vous consommez le mojito, la fraîcheur qui vient du menthol, de la température de service, etc. Mais vous avez aussi des feuilles de menthe fraîches. Fraîche au sens du aging, c'est-à-dire de l'écart par rapport à l'état initial d'une plante. Et rappelez-vous, dans les correspondances type Bouba-Kiki, il y a une famille de correspondances qui sont semantically mediated, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est intrinsèquement ambigu et qui génère la correspondance au niveau perceptif. Donc, notre hypothèse, c'est que cette correspondance se niche là, dans le mot frais, qui renvoie tantôt à la fraîcheur d'un produit alimentaire, c'est-à-dire le aging, et tantôt à la sensation orale. Et peut-être que si on a les deux, alors après, dans quelle modalité, visuelle, est-ce que ça suffit? On ne sait pas encore. On peut augmenter l'intensité de la fraîcheur perçue, ou alors carrément faciliter la catégorisation d'un produit donné comme étant frais en rayon, par exemple. Ce qui peut distinguer un produit par rapport à d'autres produits d'une même gamme. Donc voilà le genre d'application business qu'on peut envisager à partir de questions de recherche très très fondamentales sur la structure et le contenu des représentations de flavor. Bon, je pense qu'on est un peu en dehors du temps, donc en conclusion, j'espère que cette présentation vous a fait comprendre que la perspective en sciences cognitives sur la perception du goût était indispensable, puisque le goût est dans votre tête et pas dans les objets, et qu'on a besoin, lorsqu'on développe un produit dans une modalité sensorielle donnée, de savoir les types d'interactions qu'il va avoir avec d'autres stimulations dans un contexte de produit plus écologique. Voilà. Jérémy Lafrère.